Donc, bonjour tout le monde. Oh, là, j'ai un petit peu de misère avec mon micro. Merci beaucoup au comité organisateur de nous avoir invités. D'ailleurs, une de nos sources d'inspiration, c'est une des présentations de l'an dernier à la Journée de la pédagogie. On avait vu le projet mathématique de Samuel Bernard, qui est justement un consortium, si on peut appeler ça comme ça, là, de plusieurs professeurs de plusieurs institutions au Québec qui font des capsules sur surtout le niveau cégep et universitaire. Ils mettent tout ça en commun. Puis ça nous a donné l'idée de faire des capsules vidéo sur l'utilisation de la calculatrice Inspire et du logiciel à l'ETS. Donc, c'est un projet PTIR que le gros du travail a été fait par Fatia Cachère, chargée de cours au SEG. Il y a Gilles Picard qui a fait un gros travail aussi, qui n'est pas ici aujourd'hui, maître d'enseignement en mathématiques, et moi-même. Donc, je vais laisser ma collègue Fatia vous présenter ça. Merci Geneviève. Est-ce que vous entendez? Ça va? Bonjour tout le monde. Encore, je remercie le comité d'organisation de nous avoir invités pour cette table ronde pour présenter notre projet VUNETS, donc vidéo sur l'utilisation de Inspire à l'ETS. Pendant notre présentation, j'espère que ça va fonctionner. Oui, c'est bon. Pendant notre présentation, nous allons survoler les 6 points suivants: le processus de réalisation, décrire les processus de réalisation, indiquer les différentes difficultés que nous avons rencontrées pendant la réalisation, voir le contenu et la liste des vidéos réalisées. Si on aura un peu de temps, on pourra regarder ensemble un extrait de l'une de nos capsules. Et on termine par quelques témoignages et les dernières statistiques de visionnement. Tout ça en 10 minutes. Ouais, c'est ça. À l'ETS, la calculatrice symbolique TI Inspire CAS fait partie du matériel pédagogique dans les cours pour tous les étudiants au baccalauréat. Nous l'utilisons beaucoup dans les cours de mathématiques, dans les cours de gestion, de sciences et même dans quelques cours de concentration dans certains départements. Ici, donc, nous avons déjà un site web contenant plusieurs documents sur l'utilisation de Inspire et une foire question. Avec le projet VUNETS, nous souhaitons compléter ce support et rendre l'explication de l'utilisation de Inspire très accessible. Ici aussi, donc, pour les cours de base, nous utilisons beaucoup la calculatrice symbolique. Donc, c'est des nouveaux étudiants et puis ils sont parfois stressés. Donc, ils ont déjà le cours, la matière, la théorie. Et en plus de ça, pendant les séances de cours, on présente les explications sur la calculatrice. L'étudiant, parfois, il prend note, parfois, il effectue les commandes sur la calculatrice et ça devient très stressant. Donc, notre chaîne permettra à ces étudiants de revoir les explications chez eux à leur rythme, sans stress. Aussi, chaque session, on reçoit des étudiants qui passent directement au cours de mathématiques avancées sans passer par les cours de base. Donc, en classe, on trouve des étudiants qui sont à l'aise avec la calculatrice, d'autres ne savent même pas comment l'allumer. Donc, notre chaîne permettra à ces étudiants de rattraper le retard et de s'adapter rapidement à cette technologie. Sans oublier aussi les nouveaux enseignants qui s'intègrent au SEG. Moi-même, j'ai vécu cette expérience. Quand j'ai commencé, je sais que je vais enseigner des mathématiques, mais il y a aussi un support technologique qu'il faut maîtriser, c'est la Inspire. Donc, ça va permettre aux nouveaux enseignants de se familiariser rapidement avec cette nouvelle technologie. Je dirais aussi, donc, la particularité de notre chaîne, c'est qu'elle est très accessible. L'étudiant peut utiliser n'importe quel support informatique. Il peut visionner ces vidéos donc, à partir de son téléphone intelligent, de son iPad, à l'extérieur, etc. Ce qui fait de notre chaîne, la particularité de notre chaîne, c'est que même sur, soi-disant, toutes les vidéos sont munies des sous-titres. L'étudiant peut visualiser la vidéo en classe sans mettre le son. Donc, il peut suivre les commandes directement en classe.
Est-ce que je t'ai dit ici, Geneviève? C'est correct? On Donc, répondra aux questions. complétez si j'ai oublié quelque chose d'important. Alors, passons au processus de réalisation de notre projet. Nous avons commencé à élaborer un plan de travail où nous avons listé les différents sujets pertinents à aborder. Aussi, nous avons fait une recherche sur le web sur l'existence des différentes vidéos sur l'utilisation de Inspire, en anglais ou en français. Cela nous a permis de rassembler les points importants qu'il faut viser pour rendre nos vidéos plus accessibles, très efficaces et plus claires. En parallèle à cette étape... On peut dire aussi qu'on espérait peut-être trouver des vidéos qui existaient déjà pour ne pas avoir à faire ce travail-là, puis juste à faire un certain ordre d'une chaîne de lecture, mais ce n'était pas le cas. Donc, il a vraiment fallu faire de tout de A à Z, parce que ce qui était disponible, c'était pas approprié pour nos étudiants qui commencent, c'est des choses un peu plus techniques ou disparates. Et puis, comme on visait vraiment que les étudiants qui arrivent dans un cours plus avancé soient structurés dans leur apprentissage, puis que dans le moins de temps possible, réussissent à rattraper une ou deux sessions d'utilisation de la calculatrice. On a voulu rentrer ça en 120 minutes. Donc, il a vraiment fallu faire un plan très, très, très précis de ce qu'on allait présenter dans quel ordre. Peut-être pour la chronologie, on a commencé ça l'été dernier. Oui, c'est ça. En parallèle à cette étape, c'était la familiarisation avec Camtasia, le logiciel que nous avons utilisé pour l'enregistrement. Puis, on est passé à la rédaction des scénarios. Donc, pour chaque vidéo, on a un scénario à rédiger. On le soumet à la révision et complétion, bien sûr, entre toute l'équipe. Puis, on passe à l'étape d'enregistrement et on rentre dans une boucle jusqu'à arriver à la post-production. Même ici, on repasse par la boucle pour revoir, revisionner et voir, détecter la moindre erreur qui puisse exister dans les sous-titres, dans la prononciation, etc. Et puis, c'est la publication sur YouTube, on est content. Donc, les deux premières vidéos, c'était vraiment le démarrage on peut peut-être ajouter qu'au début, on était un petit peu moins précis dans les scénarios, puis on devait itérer plus souvent. Oups! Il y a un petit problème. Mais donc, en faisant des scénarios de plus en plus précis, puis en discutant plus longuement, on a pu sauver quelques étapes, quelques itérations d'enregistrement là, pour gagner du temps. Pendant notre projet, nous avons rencontré quelques difficultés, c'est bien de les résumer. L'étape, ici, la première étape pour démarrer le projet, c'est l'étape la plus chargée. Donc, élaborer la liste des sujets à aborder, se familiariser avec le nouveau logiciel, c'était l'étape la plus chargée. Puis, ici, nous avons donc, pour rédiger les scénarios, nous avons plein d'idées. Et trouver la chronologie et respecter la chronologie de ces idées-là, c'était un grand défi. Aussi, passer à l'enregistrement, nous avons donc la maîtrise du logiciel. C'est que pendant l'enregistrement, on trouve, malgré qu'on a commencé à se familiariser avec ce logiciel, pendant l'enregistrement, on trouve toujours des petits obstacles qu'il fallait soulever. On a parfois mal à la gorge, donc il faut reporter l'enregistrement. Parfois, on réenregistre des bouts de la vidéo et donc voir si le reste n'est pas touché, n'est pas affecté. Parfois, on réenregistre toute la vidéo pour s'assurer donc de la clarté des scénarios cités. Et aussi, à la post-production, encore, on refait la révision de la vidéo. On détecte parfois des erreurs dans les boîtes de texte, des erreurs de français. Donc, tout est passé par les corrections. Aussi, quand on rentre dans cette boucle-là, c'est un processus lent. Pour arriver à la post-production, donc, c'était vraiment un succès. Et malgré qu'on a publié la vidéo, on repasse par la révision. On demande à certains collègues de revoir eux-mêmes la vidéo pour détecter s'il y a quelque chose qu'il faut améliorer. Peut-être, si je peux me permettre, on n'avait pas le même personnel de support des 60, du groupe de 60. Et on aurait beaucoup aimé ça. Ce serait peut-être quelque chose à envisager, là. Les 60 conseillers. En fait, les mais... 60 conseillers... mais oui.
Donc, on en aurait bien profité, surtout avec la familiarisation avec le logiciel puis les différentes techniques, là. Ça a été très long parce qu'on partait pas mal de zéro. Ouais. Puis, il y avait une personne qui pouvait nous aider, mais encore là, c'était avec une expérience limitée qui n'était pas nécessairement dans la même optique que ce qu'on avait fait. Et maintenant, Geneviève, vous êtes excellente en Oui, c'est ça. OK. Alors, nous avons produit 14 vidéos donc, ayant des points en commun. Donc, ces vidéos commencent du dépalage jusqu'à les différentes commandes de la calculatrice. Chaque vidéo commence par un générique suivi des sous-titres, plutôt pas des sous-titres, des sujets traités qui sont reliés à des hyperliens. Et on termine chaque vidéo par un résumé. C'était important aussi quand on a pensé à notre structure, on voulait en même temps s'adresser à des étudiants qui n'avaient jamais utilisé la calculatrice, puis en 2 heures les rendre les plus efficaces possibles, mais aussi pour les étudiants qui connaissent ça, mais qui se posent des petites questions ponctuelles, de trouver très rapidement leurs réponses. Donc, on a divisé, c'est des capsules de 5 à 15 minutes, divisées en sections de 2 minutes, puis on peut accéder à des réponses très facilement à partir d'une banque de listes de questions. Donc, on voulait en même temps de la continuité, puis une certaine indépendance entre les capsules, mais en même temps aussi des réponses directes le plus rapidement possible. On a essayé de combiner les deux aspects. Parfait. Aussi, dans nos vidéos, on retrouve des rappels mathématiques lorsque c'est nécessaire. On fait appel à des exemples de contexte et chaque vidéo ou bien des sous-titres de chaque vidéo sont disponibles. Donc, l'étudiant peut visualiser à chaque fois, sans mettre par exemple le son, à chaque fois le morceau qui l'intéresse. Nous avons 2 liens pour visualiser nos vidéos. Vous avez un lien donc, vers les sujets traités. Donc oui. Ici, on peut voir par exemple la liste de tous les sujets et sous-sujets de chaque vidéo avec des hyperliens. Donc, par exemple, si on veut travailler avec des variables et des fonctions et on veut obtenir la liste des variables et leur type, on espère que ça fonctionne. Ça va nous mener directement au bon endroit dans la vidéo. La touche var permet de compter la liste des variables ainsi que leur type. Une autre façon d'obtenir les informations sur les variables est de taper la commande getVarInfo. Donc, on a utilisé Camtasia aussi pour la capture d'écran. On voit que A est un nombre, C est une matrice, Q est une liste, et les variables Paul et B sont des expressions. Donc, c'était un petit extrait. On va revenir à notre... J'ai une belle voix, non? Ça aussi, ça a été toute une pratique, Fatia, de développer. Je pense qu'elle a très, très, très bien fait ça. On l'a fait ensemble. Peut-être quelques statistiques. On voulait, dans le fond, présenter ça, proposer ça officiellement à partir de septembre prochain, mais au fur et à mesure que les vidéos étaient prêtes, on les a mises en ligne. Et puis, on a déjà 2600 vues pour environ 7000 minutes. Et ce qui nous a étonné un peu, c'est que c'est dans plus de 14 pays. Donc, 94% des vues sont du Canada, on peut s'en douter, mais on a quand même un 3% de France, 1% de Belgique, puis on peut aussi jouer à un jeu questionnaire ici, savoir par exemple quel est ce petit pays qui nous a visionnés. Et on voit surtout dans la francophonie, mais aussi d'autres pays. Donc, par exemple, c'était Djibouti la réponse à notre quiz. Donc, on peut avoir toutes sortes de statistiques. Est-ce qu'on a le temps pour un extrait de, par exemple, un témoignage de... On s'adressait surtout aux étudiants qui ne suivaient pas le cours Maths 145, mais finalement, ceux-là l'ont apprécié aussi. Donc, on a un petit témoignage ici. J'entame présentement ma première année au baccalauréat en génie de la construction. Pour moi, le site VuNet, c'était très intéressant pour développer mes habiletés avec la calculatrice. J'ai commencé les cours Maths 145. De là, on ne connaissait pas vraiment le fonctionnement de la calculatrice. Donc, ces vidéos nous ont permis de développer des connaissances avec l'outil puissant qui est la TI Inspire.
Oui, très utile. J'ai pu créer des raccourcis avec ma calculatrice en fonction de ce que j'ai visionné sur le site VUNET. J'ai pu me créer des classeurs, vraiment découvrir la calculatrice dans son ensemble, trouver des fonctions des fois, on n'a pas le temps de noter en classe, mais quand on va sur le site, on a le temps de faire pause et de rejouer la vidéo. Comme ça peut nous aider. On retrouve la bonne façon d'écrire la formule dans la calculatrice avec les variables aux bons endroits. Donc, comme ça, les vidéos ont été très utiles. Le site étant très complet, la seule chose qu'on pourrait retrouver peut-être de plus, c'est peut-être des représentations graphiques 3D, comment les faire par rapport aux cours qu'on suit présentement en classe. Par exemple, je fais Maths 165. Qu'est-ce qui est de tracer des graphes, des choses comme ça pourrait être intéressant en 3D. Sinon, en 2D, c'est très complet. En finissant, je recommande à tous les étudiants d'aller visionner la chaîne VUNET. Ils comprendront comment utiliser leur calculatrice et comment sauver du temps durant les évaluations. De plus, ils trouveront comment installer le logiciel sur leur ordinateur et comment faire les mises à jour importantes durant leur cheminement scolaire. Donc, et voilà. Un autre témoignage, on n'avait pas pensé aux gens du certificat, mais les gens du certificat en gestion et assurance qualité commencent directement un cours de statistique sans avoir justement eu l'introduction à la calculatrice, puis ils nous ont dit qu'ils avaient bien profité des capsules. Et voilà. On va garder les questions pour la deuxième partie après celle de M. Beauchamp. Merci beaucoup. Donc, alors bonjour. L'objet de ma présentation aujourd'hui, c'est dans la continuité de ce qui nous vient d'être présenté, soit les capsules d'écran comme outil pédagogique. Et dans mon cas, j'ai souhaité vous présenter un exemple que j'ai fait cette année dans le cadre d'un cours que j'ai donné, où j'ai pu utiliser cet outil-là comme appoint à la formation qui était donnée par les étudiants. Et vous allez voir de la manière dont les choses ont été développées, présentées. J'ai souhaité le faire de façon le plus simple possible pour donner le goût aux professeurs de s'aventurer, je suis trop proche du micro, de s'aventurer dans cette veine-là, compte tenu que parfois le temps de développement de ces outils-là peut être important. Donc, l'application, c'est dans le cadre du cours QA 162. C'est un cours du certificat en qualité dont la majorité des étudiants viennent du secteur industriel. Je dois vous dire qu'ils partent d'un peu plus loin au niveau statistique et je pense que le cours de Maths 320 permet de les préparer adéquatement. Donc, je vais vous présenter la structure du cours pour que vous voyez dans quel contexte le logiciel et les capsules ont été utilisés, le matériel et l'approche pédagogique pour la formation, le logiciel d'analyse obligatoire qui, cette fois-ci, a été présenté en licence monoposte et c'était probablement une des raisons qui nous a poussé à aller vers le choix de ces capsules comme outil complémentaire de formation et enfin des exemples de capsules avec la production et la diffusion. Donc, le cours QA 162 s'inscrit dans toute une famille de domaines en statistique qu'on appelle la méthode pour la maîtrise statistique des procédés. L'optimisation et l'analyse expérimentale se fait à l'intérieur de ce cours-ci, alors que la partie contrôle statistique se fait beaucoup plus dans la partie QA 121. Et au niveau du baccalauréat en génie mécanique, dans le cours optimisation, on regroupe l'ensemble de ces formations-là. Donc, vous comprenez que ces techniques-là doivent être supportés par des logiciels informatiques, mais surtout statistiques performants, des logiciels que l'on retrouve habituellement en industrie, parce que ce sont des outils qui sont appliqués immédiatement. Et vous voyez que des outils supplémentaires sont les méthodes d'analyse statistique, fiabilité, qui ne sont couverts que dans des cours supplémentaires, mais qui viennent s'ajouter à l'ensemble de ces outils. Ceux qui ne sont pas familiers avec les outils de plan d'expérience, j'ai voulu lister un peu les sujets qu'on couvre. Peut-être que certains en ont déjà vu ou travaillé avec, mais à la base, on parle des analyses de variance. Donc, c'est analyse de variance, analyse de régression, linéaire, multilinéaire, etc., ou non linéaire dans certains cas, qui peuvent être des outils quand même assez complexes pour des étudiants qui en sont à leur première démarche avec ces outils. Ce que vous avez en bleu pâle, ce sont essentiellement des sujets qui sont offerts en présentation ou en sensibilisation, donc on ne va pas trop loin dans la matière compte tenu de la complexité, mais on se permet quand même de les couvrir à l'intérieur des cours. Et les exemples développés sur les capsules vidéo traitent de l'ensemble de ces sujets-là.
Donc, le matériel pédagogique, essentiellement, c'est des notes de cours, comme dans l'ensemble des cours, des acétates, bien entendu, mais on a souhaité ici les regrouper sous un seul document PDF complètement annoté avec une navigation complète. Donc, à travers les 1300 pages, les étudiants peuvent se promener à travers avec beaucoup d'aisance. Et donc, c'est fait à travers le PDF. Et chaque étudiant obtient une clé en début de session avec son propre mot de passe, ce qui permet de protéger, je pense, efficacement le droit d'auteur. Donc, il n'y a aucun coût pour l'étudiant. J'ai voulu, dans mon cas, réserver le coût pour l'achat de la licence monoposte du logiciel, ce qui, à mon avis, représentait, je pense, un compromis intéressant. Et à l'intérieur, bien sûr, de la notation et de la navigation, l'étudiant peut avoir accès directement aux fichiers avec la base de données qui se connecte avec le logiciel informatique. Même chose pour les chiffriers électroniques qui leur sont fournis également comme base de calcul et dont les étudiants peuvent également avoir accès avec Hyperlien. Donc, j'en arrive au logiciel utilisé historiquement et encore aujourd'hui, on utilise StatGraphic pour traiter ce type d'application. StatGraphic est un excellent logiciel, je l'ai enseigné pendant plusieurs années. Minitab, c'est probablement celui qui est le plus répandu actuellement pour la maîtrise statistique de la qualité en industrie. Ne vous fiez pas à son nom, Mini n'a rien de mini, donc c'est un outil qui est excessivement performant. Et en plus, il permet de faire du Taguchi, ce que le logiciel StatGraphic ne fait pas, donc ce qui est un avantage. Mais aussi, et le gros avantage, c'est qu'il est en plusieurs langues et son français est exceptionnellement bon, ce qui veut dire que vous avez toute l'interface en français et toute l'aide qui vous permet d'avoir une information sur les analyses statistiques réalisées est en français, et un français que je considère comme pratiquement impeccable, alors que StatGraphic et autres, ce n'est qu'une annotation en anglais. Donc, je pense que c'est un avantage, mais surtout, il était disponible en téléchargement pour 6 mois pour une licence académique. Donc, tous les étudiants étaient requis de s'abonner pour 6 mois, un coût de 40 $ canadiens. Moi, je suis abonné pour 12 mois. Donc, et à chaque année, je ne renouvelle et j'ai le logiciel complètement. Donc, ce que ça présuppose, c'est que les étudiants ont maintenant leur portable, c'est-à-dire qu'ils ont la possibilité d'installer ce logiciel-là soit chez eux dans leur station de travail ou sur un portable, s'ils ont un portable. Ce qui fait que l'ensemble du cours a été dynamisé dans ce contexte-là. Même si le portable n'est pas un outil obligatoire en classe, je favorisais les gens de l'apporter de manière à ce qu'on puisse travailler ensemble et en équipe pour ceux qui ne l'avaient pas. Ce qui fait que les travaux pratiques se faisaient avec leur propre outil informatique. Et je n'ai même pas demandé au département d'acheter le logiciel parce que compte tenu de cette possibilité-là, c'était pour moi suffisant. Donc, c'est important de produire ces capsules vidéo-là de manière que les étudiants puissent travailler chez eux à développer leurs habiletés pour utiliser le logiciel. Et bien sûr, qui parle d'optimisation de procédés, bien, ça vous prend des simulateurs de procédés. Donc, la plupart, je les ai développés. Donc, c'est des simulateurs que je développe à travers Excel, où on utilise les modèles empiriques et déterministiques de plein de procédés industriels. Donc, c'est facile de trouver dans la littérature. Certains qu'on avait déjà réalisés quand j'étais plus actif en recherche à une certaine époque. Et qu'on applique une erreur expérimentale à travers le générateur, ce qui nous permet de générer des données, ou encore, on le permettait aussi aux étudiants, pour 1 $ d'aller chercher une application sur iPhone ou iPad où ils ont une batterie de simulateurs de procédés. Essentiellement, ce sont des boîtes noires où si vous faites toutes les combinaisons possibles des facteurs et les essais, vous en arrivez facilement à des milliers de combinaisons possibles. Et ces outils informatiques vous permettent de trouver les conditions optimales d'opération avec seulement 16 essais ou 32 essais. C'est ça la puissance de ces outils, donc à travers le minimum d'essais possibles. Donc, l'approche pédagogique, bien, chaque période de 3 heures de cours était divisée dans une proportion 2 tiers, 1 tiers. Enseignements magistraux, exemple en classe. Même les capsules vidéo étaient représentées en classe. Vous allez comprendre pourquoi, parce qu'elles donnent un niveau d'information qui avantage à être complémentaire avec l'enseignement qui est donné. Ensuite de ça, la dernière heure, habituellement, je leur donnais un simulateur et un exemple qu'ils devaient réaliser. Puisqu'ils avaient le logiciel, puisqu'ils avaient leur portable pour ceux qui les apportaient, ils se regroupaient en équipe pour pouvoir faire l'application et on la solutionnait par la suite, ce qui permettait d'avoir une interaction. Et moi, je me promenais dans la classe et je réponds aux questions, ce qui permettait, je pense, d'avoir une interaction immédiate à partir de la formation. Et bien entendu, les séances de travaux pratiques, où là, la simulation des procédés à travers des outils un peu plus sophistiqués et avec la production de rapports et autres. Donc, les étudiants devaient être préparés et à ce moment-là, les capsules ont été, à mon avis, un outil intéressant. Et comment est venue l'idée des capsules? Ce n'est pas arrivé au premier cours, ça a cheminé dans les premières semaines. C'est qu'à un moment donné, j'étais en avant, je faisais une démonstration, puis il y avait un étudiant avec son iPhone qui me filmait.
Au début, je restais surpris. Je dis, puis après ça, je dis, ben, c'est pas bête. C'est pas bête qu'il me filme, mais c'est peut-être pas bête que les autres voient ce qu'il me filme. Et c'est là que j'ai parlé avec Daniel. Je dis, Daniel, mais on va voir ce que je fais. Il dit, y a-tu moyen de trouver quelque chose, etc. Et là, il me dit, ben, tu devrais peut-être aller avec Camtasia Studio. Moi, j'avais pensé prendre quelque chose de soi-disant plus simple. Mais il me dit, c'est pas compliqué, mais c'est beaucoup plus performant et tu vas pouvoir évoluer dans le temps avec un outil comme celui-là. Et on a eu une formation de 1h30, c'est ça, Daniel? Crash course, et je vous dis que ça vous prend une journée là, pour faire votre première capsule, là, parce que vous devez travailler, je pense, que pour démêler un peu les différents menus. Mais après ça, l'ensemble des capsules que j'ai produites par la suite me prenait entre 1 heure et 1h30. Et là, ça devient intéressant. Parce qu'une heure, 1h30 par capsule, là, vous pouvez rajouter une vingtaine, 25 capsules sur des exemples. Et comment c'est possible? C'est qu'à partir d'une première capsule, ce qu'on fait, c'est que la bande du bas représente toujours ce que vous faites au niveau du logiciel, donc ce qui est filmé, et vous le recollez par votre nouvel exemple que vous venez éditer pour enlever les ratés, parce que vous faites des ratés, et vous vous en souciez pas. Quand vous faites votre scénario, vous faites des ratés, mais vous les raccourcissez et vous faites l'éditage. Et ensuite, bien, vous venez éditer et déplacer dans le temps toutes les boîtes, parce que d'un exemple à l'autre, c'est souvent des instructions qui sont relativement similaires ou des encadrés de résultats qui arrivent, même si ce sont des exemples différents, vous retrouvez beaucoup de ces mêmes éléments-là. Donc, l'idée, dans le fond, c'est vous venez annoter ici, et on verra plus tard, pour mettre en évidence. Comme par exemple, le début, par exemple, vous avez une page clé type, vous avez les résultats. Donc, l'éditage se fait par la suite en fonction d'une capsule comme telle. Je n'ai pas mis de voix pour une raison très simple, c'est que vous ne pouvez pas faire une capsule entre 1 heure et 1h30 si vous rajoutez de la voix. Je l'ai essayé. Et si vous n'êtes pas crypté, si vous n'avez pas rédigé votre texte, ça fait très amateur. En tout cas, moi, j'ai trouvé que ça faisait amateur. Ça faisait comme souvent des vidéos qu'on voit sur YouTube, là, qui sont à peu près. Alors que dans le cas qui nous concerne, le texte est scripté et les gens suivent. Et à ce moment-là, moi, je trouvais que c'était un peu plus long. Et je me disais, je n'avais pas besoin, j'avais juste à écrire le bon texte. Bon, bien, vous allez chercher telle variable, tel menu, et vous faites une interprétation sommaire des résultats. Et sachant que c'est complémentaire, finalement, aux notes de cours, mais surtout à l'enseignement. Mais à ce moment-là, je trouvais que je n'ai pas voulu aller dans cette direction. J'aurais pu, mais je vous le dis que ça aurait été un peu plus laborieux comme tel. Donc, un exemple d'une production, essentiellement, ce qu'on faisait, c'est que ici, vous avez l'analyse d'un plan Plunkett-Bergman, où essentiellement, c'est moi qui utilise le logiciel, qui a été édité. Et ce que vous allez voir par la suite, c'est que partout, donc, l'ETS, ça commence toujours pareil. Je mets une fenêtre ETS au début. Après ça, je mets la fenêtre verte qui explique l'analyse que l'on va faire. Donc, les 20 quelques capsules sont toutes identiques. On explique un peu quelle est la portée de ce qu'on analyse. Vous avez ensuite soit le simulateur ou l'exemple qui nous intéresse. Donc, dans ce cas-ci, c'était cet exemple qui venait du simulateur du iPhone, qui est le Blue Ball Manufacturing, avec 8 facteurs, donc beaucoup de combinaisons, avec l'ensemble des niveaux que vous pouvez faire varier. Et ensuite, ça démarre. Donc, vous avez le cheminement du logiciel. Et mon travail, moi, c'est de venir annoter dans tous les mouvements de la souris, finalement, ce qui est fait. Donc, partout, vous voyez des textes qui apparaissent. Vous allez voir au fur et à mesure qu'on avance. Donc, tout ce qui indique à l'étudiant, donc, vous voyez, sélectionner un plan 8. Bon, dans le fond, je le prends par la main, là, en lui indiquant chacune des étapes, etc. Donc, vous voyez que quand on passe d'un exemple à l'autre, il s'agit de repositionner dans le temps les informations, de rééditer le texte comme tel. Bon, on peut continuer. Vous allez voir, à un moment donné, ils vont aller plus dans les résultats. Je ne sais pas si je vais laisser aller peut-être quelques secondes. Parfois, l'entrée de données est très longue, donc c'est sûr qu'on coupe cette partie-là pour... et sachant que l'étudiant, et ça l'avantage, c'est qu'il peut l'arrêter quand il veut, donc il revient en arrière, en avant, donc on n'est pas obligé d'aller à son rythme, on y va à la vitesse qu'il faut de défilement, et c'est à l'étudiant par la suite d'arrêter et de revenir pour voir le bon séquençage comme tel. Même chose comme l'entrée de données ici, habituellement, j'allais avec des collés qui étaient déjà disponibles pour accélérer l'entrée de données. Donc, même s'il n'y a pas de texte, même si ce n'est pas parlé, il y a assez d'informations, je pense, pour citer. Mais on va voir tantôt là, quand on arrive dans les analyses. Donc, chacun de ces modules-là est repris par la suite en classe. On regarde les éléments et tous les calculs de ce qui est fait dans le logiciel
font partie des calculs qu'ils font en classe. Et justement, les travaux pratiques consistent à refaire manuellement ce que le logiciel fait. Donc, les encadrer, les textes, quand on arrive même chose au niveau du résultat d'analyse de variance, vous allez voir tantôt, on va faire l'identification des facteurs significatifs avec leur niveau ou leur seuil de confiance, comme ici par exemple. Et par la suite, on enlève tous les effets qui sont non influents pour avoir un modèle qui ne contient que des effets influents. Ici, il n'y a pas d'interaction parce que c'est un plan Plankett-Bergman qui ne considère aucune interaction. Donc, c'est un peu plus facile ici pour l'analyse. Et là, je vais vous montrer juste un autre, juste faire le début. Donc, vous voyez que ici, vous avez un autre exemple. Vous allez remarquer les similitudes. Donc, c'est identique. On commence toujours pareil. Et là, bien, on vient insérer à ce moment-là les pages d'intérêt qui vont distinguer finalement l'évaluation. Donc, cette évaluation, elle est différente. Vous allez voir plus tard avec... ici, je me suis inspiré d'un article qui présentait les données. C'est rare que les articles présentent les données, mais dans certains cas, ils les présentent. Donc, ça, c'est intéressant à ce moment-là pour pouvoir faire l'analyse. Donc, ça, c'est un cas avec des fours et des produits où on mesure certaines caractéristiques de qualité. Et là, vous avez les données des plans réalisés avec un nombre de facteurs donnés. Et là, vous allez voir, la suite est exactement identique. Donc, vous voyez que cette partie-là de la trame, où vous voyez le logiciel, c'est la partie qui, à chaque fois, est réajoutée à un ancien. Je prends toujours un ancien, j'enlève la trame, j'en mets une nouvelle, et là, je réajuste les boîtes et je modifie le texte en conséquence. Et on est capable, en peu de temps, de faire l'édition. Et je pense que c'était une façon, pour moi, de m'encourager à continuer dans cette veine-là. Parce que si ça aurait été plus long, je me serais découragé rapidement. Et le fait que l'outil est performant, il permet, ce qui fait que même les nouvelles versions du logiciel vont me permettre de revenir facilement en arrière. Donc, qu'est-ce qu'on faisait par la suite? Bien, une fois qu'on a fait la capture, transformation en MP4, eh bien, deux possibilités à ce moment-là, c'est d'envoyer le tout sur YouTube ou encore sur Moodle. Et c'est ce que j'ai fait dans les deux cas, donc aussi bien sur YouTube que sur Moodle. Et vous allez voir que si vous regardez les statistiques, 8 visionnements, 3 visionnements, donc ça ne se compare pas. Mais il faut comprendre ici que c'est un circuit fermé, donc c'est un site qui est non répertorié, donc c'est seulement pour la classe. Et la raison pour laquelle il n'y a pas autant de visionnements, c'est qu'ils ont l'accès à Moodle, il peut aller chercher directement la capsule MP3 en complet. Donc la plupart allaient télécharger la capsule MP3. Et pourquoi je l'ai laissé sur YouTube? Parfois, on peut être à l'extérieur et pour X, Y raison, on n'a pas accès à l'ordinateur. Donc, du iPhone, en zoomant, sont toujours capables de visionner. Donc, même chose pour dans Moodle où ces capsules étaient disponibles. Bon, je pense que la conclusion, c'est que pour moi, comme enseignant, professeur, j'ai trouvé que c'était un complément intéressant. Ça nous a permis de gagner beaucoup de temps au niveau de l'apprentissage du logiciel. Rapidement, les étudiants ont pu maîtriser les différentes applications. Ça leur permettait également de revisionner et de revoir les choses comme telles. Et le fait que ça prenait peu de temps pour moi pour éditer, j'ai trouvé que c'était un outil qui était fort intéressant. Et les commentaires étaient très bons. Pour les étudiants qui venaient justement du secteur industriel, notamment qui ont passé à travers Math 320, etc., pour eux, c'était une façon de revoir un peu ces aspects-là, parce que c'est dur de trouver l'information à part de lire finalement toute la documentation sur le logiciel. Et dans les travaux pratiques, on ne perdait pas de temps à passer 1 heure et demie à expliquer chacun des menus. Donc, les étudiants les avaient déjà maîtrisés. Donc, je pense que c'est un atout important et les étudiants ont bien apprécié le fait d'avoir pu mettre dans un même environnement ce type de choses-là. Donc, voilà, c'est ce que je voulais présenter ici. Merci. Yves, si j'ai bien compris, là, ça prenait 1 heure et demie, puis vous avez fait une vingtaine de capsules d'à peu près 4 minutes, est-ce que j'ai bien compris? Non, chaque capsule varie entre 4 et 7 minutes, qui est la durée de résolution d'un problème au niveau informatique, donc le temps de faire l'ensemble des étapes. Et je ne me baderais pas avec les erreurs. Là, j'en faisais. Des fois, j'ouvrais des mauvais menus et je laissais tout ça comme ça. Et à l'édition, c'est qu'on enlève toutes ces parties-là, on recolle. Ça fait des capsules de 4 à 7 minutes. Mais une fois qu'on a pris la partie vidéo et qu'on l'insère, de repositionner les menus, de changer le texte, de changer l'introduction, etc., ça me prenait rarement plus qu'1 heure et demie. Donc,
Je n'ai pas eu de cas plus. Même si c'est plus long, c'est un peu plus de manipulation. Les encadrer. Et vous allez voir que c'est juste des choses basiques, les encadrer, du texte qui apparaît, des flèches, etc. Mais ça faisait le travail. Moi, je trouvais que ça faisait le travail. Je voulais juste poser une question. Dans le cadre de la présentation que vous avez faite, vous avez présenté des vidéos sans aspect sonore. Et par contre, ça n'a pas diminué votre présence en classe. Hein. Vous faites toujours 3 heures en classe comme un coup. Si maintenant vous ameniez une partie sonore, est-ce que ce serait imaginable d'enlever par exemple 1 heure en classe d'un point de vue plus présence magistrale et de l'avoir plus d'un point de vue interaction sur les projets? Bien, c'est sûr que si on introduit une présence vocale ça nous permet de donner beaucoup plus d'informations. Tout ce que je mentionnais, c'est que si on veut aller à cette étape-là, donc ça nous prend à ce moment-là un travail plus important parce qu'il faut scripter pour qu'on puisse vraiment bien documenter, etc. Moi, je disais juste que ça prend plus de temps pour faire. Mais il est clair que l'investissement va être compensé par le fait qu'une partie de l'information qui sera transmise, qui pourra, par exemple, ne pas être véhiculée au niveau de la classe comme telle.